Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Soul, le nouveau Pixar sorti sur la plateforme Disney+ le 25 décembre dernier. On avait préparé le terrain il y a quelques semaines en consacrant un grand format au studio à la lampe, épisode que je vous encourage d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, et dans lequel on concluait en s'interrogeant sur l'avenir de Pixar, en voulant toujours y croire, même si les futurs projets nous inquiétaient quand même un peu. On attendait en tout cas avec impatience Soul, en espérant que ce nouveau film nous rassurerait pour de bon, en confirmant que la lampe n'était pas près de s'éteindre. Est-ce bel et bien le cas? Au final, c'est ce dont on va discuter avec mes fidèles compères ici présents. Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut. Et Florian Pouplin, salut Florian. Salut Thibaut, salut Alex. Et déjà bonne année à tous les deux. Voilà. Premier épisode de 2021. J'allais le dire, est-ce que je le dis moi? Est-ce que tu le dis toi? Et quel épisode? J'inaugure le truc. J'étais impatient. Très bien, et on est ravis de se retrouver pour cette nouvelle année qui s'annonce tout aussi réjouissante niveau cinéma que la précédente, n'est-ce pas? Tout à fait. On va voir ça. En tout cas, si vous êtes prêts à vous donner corps et âme pour ce nouvel épisode, c'est parti. Magnifique. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Soul nous raconte l'histoire de Joe Gardner, un passionné de jazz qui a toujours rêvé de percer en tant que musicien, mais qui doit se contenter depuis des années d'un petit poste de professeur de musique dans un collège. Jusqu'au jour où une opportunité se présente, malheureusement vite contrecarrée, puisqu'à la suite d'un accident, Joe voit son âme séparée de son corps et se retrouve transporté dans le grand avant, où les âmes naissent et se développent avant de descendre sur Terre. Pour espérer regagner son corps, Joe devra collaborer avec 22, une âme désabusée qui compte bien ne jamais débuter d'existence terrestre. À la réalisation du film, on retrouve Pete Docter, auteur de Monstres et compagnie, là-haut et vice-versa, qui est cette fois-ci épaulé par Kem Powers, un petit nouveau chez Pixar. Et alors commençons tout de suite avec cette question. Florian, est-ce que Soul te rassure quant à l'avenir de Pixar et de l'humanité peut-être, pendant qu'on y est? De l'humanité. Oui, soyons fous. Commence 2021 à l'humanité. Il me rassure en partie parce qu'on voit que Pete Docter est encore là. Comme tu l'as dit avant, la majorité des membres fondateurs sont partis. Lui, au moins, est encore là. Et ça rassure aussi sur le fait qu'il y a une nouvelle collaboration avec ce co-réalisateur Kem Powers, merci, qui peut donner un certain espoir sur les nouveaux réalisateurs de la relève, donc ceux qui vont arriver surtout en 2021 et en 2022. Il y a 3 projets qui ont été validés, qui devraient paraître, tous de nouveaux réalisateurs, de long métrage en tout cas. Donc c'est un peu oui-non, ça va dépendre de l'avenir et de si Pete Docter va rester après à Pixar. En tout cas, ce film est un bon Pixar, ce n'est peut-être pas le Pixar qu'on attendait, le Pixar qui allait sauver le studio à la lampe, comme tu l'appelles. Et donc voilà, beaucoup de qualités, quelques défauts aussi. Et donc voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur ce film. Beaucoup d'attentes, évidemment. La patte Pixar est toujours là. La patte Pixar est toujours là, mais surtout la patte de Pete Docter, je trouve. Vraiment, on sent que c'est un film de lui et qu'il a mis beaucoup de choses. On est dans la droite lignée d'un vice-versa. Exactement, oui, thématiquement et visuellement. Enfin, c'est vraiment une continuité. Et donc, rien que pour ça, ça fait plaisir. Surtout pendant les fêtes, c'était assez cool. Alex, est-ce que Soul t'a toi aussi réjoui pendant les fêtes? Disons que c'est vrai que là on parle de nouveaux venus, de collaboration. Moi honnêtement, j'ai pas du tout abordé le film comme ça, parce que pour moi c'est un pur film de Pete Docter, très honnêtement. C'est d'ailleurs un film vraiment complémentaire avec Vice Versa, où il aborde à nouveau des questions métaphysiques. C'est un projet ultra ambitieux sur ce qu'il veut raconter pour un dessin animé, on le rappelle, qui s'adresse aux enfants et aux adultes bien sûr. On est dans un Pixar, mais qui doit être visible par des enfants. Et donc, à la manière de Vice Versa, où justement on était plongé dans le cerveau humain, où les émotions en fait étaient représentées par des petits personnages, et bien ici on représente le milieu des âmes. Et puis l'au-delà, ou bien le grand avant en fait. C'est comme ça qu'il l'appelle, avant que notre personnage justement passe complètement de l'autre côté de la barrière et soit bel et bien mort en tout cas physiquement. Donc c'est un film purement de Pete Docter à ce niveau-là.
Et c'est pour ça en fait que je l'attendais énormément, parce qu'on a eu Onward ou bien En Avant au début de l'année que j'avais beaucoup aimé, qu'on a chroniqué. Il y a Exactement. un épisode à son sujet aussi. tout à fait, et que j'avais très bien reçu, mais qui pour moi justement était en fait le petit Pixar de l'année entre guillemets, c'est-à-dire on sentait que là justement il y avait la relève, il y avait un nouveau cinéaste derrière qui est Dan Scanlon, et puis qui était pas au niveau je trouve d'un Pete Docter, Andrew Stanton, Liam Creech, John Lasseter, tous les grands en fait du studio. Et donc mais le qui gros avaient du événement de l'année, potentiel. ça devait être justement Exactement. ce 25 décembre. Tout à fait, parce que quand j'ai reçu En Avant, je me suis dit c'est un très bon film, mais moi celui que j'attends plus que tout, c'est Saul qui devait sortir en juin, on le rappelle au début, être présenté au Festival de Cannes aussi, et puis qui se retrouve finalement sur Disney+. Donc l'attente était énorme pour ça, parce que pour moi le grand Pixar il était là. En plus le concept et les bandes annonces étaient, je trouve, hyper alléchantes sur le papier. Donc c'est vrai que la manière dont j'ai reçu le film est vraiment prend en compte tout ça en fait, et cette attente qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de subjectivité dans cet avis que je vais donner, et qui pour moi justement me rend un peu tiède sur le film. Disons que disons-le d'emblée, c'est un bon film, c'est un bon Pixar, c'est un film où on passe un agréable moment, qui tente énormément de choses, qui est un film très ambitieux, qui dépasse à nouveau ce qu'on a vu chez Pixar en termes visuels, puisque là il y a notamment des jeux entre les surimpressions 2D et 3D, l'animation 2D et 3D avec des personnages, voilà. C'est ça, parce que les se différencient entités de avec ça. l'au-delà sont des lignes très fortement inspirées. Enfin, moi, j'ai immédiatement pensé au dessin animé La Linea, qui est ce dessin animé italien où avec un petit personnage juste dessiné d'une ligne blanche, justement, on pense forcément à ça. Il y a ce jeu entre ces personnages en 2D, les personnages en 3D. Il y a aussi un travail sur les personnages des âmes qui n'ont pas de contours définis. Enfin, il y a un jeu aussi sur C'est ça. sur Comme le des flou, nuages un peu c'est ça, ouais, dans la exactement. texture en tout cas. Et donc, s'il y a bien un truc qu'on retrouve effectivement de Pixar, c'est la direction artistique et le travail sur l'animation qui reste quand même largement au-dessus de la moyenne. Exactement. Et pour ça en fait un film très intéressant. Et puis, on passe un très bon moment. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, justement, je trouve que le film n'est pas à la hauteur en fait de ses ambitions, et notamment en termes d'écriture, où je trouve que le film en a encore pas mal sous le pied et reste assez en surface avec les choses qu'il aborde, et notamment la manière de nous présenter l'au-delà, parce que c'est un univers hyper riche en fait, ou bien le grand avant comme il l'appelle, qui est mais vraiment d'une richesse visuelle, où on a envie de rester dans cet univers, on a envie de l'explorer, on a envie de savoir ce que le film veut nous dire sur ces petites âmes et sur son fonctionnement aussi, parce qu'il y a un certain concept avec les personnages qui vont accompagner des âmes à retrouver leur flamme justement pour retourner sur Terre, donc savoir quel est leur objectif on va dire dans la vie. Et puis en fait il y a un moment donné dans le film où le film est en 3 actes si on veut, et le deuxième acte on retourne sur Terre, et puis il y a un échange de corps entre un animal et un humain, pour ne pas trop révéler de choses là-dessus. Et donc là, on passe dans un film qui est pour moi totalement différent. Et puis pareil, dans le 3e acte aussi, où là, on essaie de raccrocher un peu les wagons pour nous parler de la morale qu'on veut nous donner. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser parler un peu Florian, mais on va développer un peu ça. Mais pour moi, le gros problème du film, c'est ça. C'est qu'il reste trop en surface de ce qu'il veut aborder, il va pas au bout de ses idées, et puis je trouve des carences narratives assez fortes en fait au niveau des personnages, et une lourdeur parfois d'écriture en fait au niveau justement du message qu'il veut nous faire passer, contrairement à la subtilité à laquelle nous a habitué Pixar tout au long de ses films, et notamment dernièrement, que ce soit Vice Versa ou Coco notamment, dans l'émotion en fait suggérée, et puis dans la morale finale. Donc voilà, pour moi c'est un peu la chose qui me rend un peu tiède par rapport au film, même si j'y reconnais toutes les qualités qu'il peut avoir. Ouais, je comprends complètement. Enfin, moi, j'ai aussi un peu ce sentiment-là. Enfin, j'ai eu un peu la même sensation qu'en voyant Rebelle, parce qu'il y a une construction que je trouve assez semblable, avec aussi un deuxième acte où on change de décor et d'enjeu. Il y a d'ailleurs aussi une question d'échange de corps, si on veut, entre un humain et un animal. Et comme le film Rebelle, qui est un film vraiment à problème au niveau de l'écriture, j'ai vraiment eu la sensation d'un film qui était très prometteur dans son univers, dans les bases qu'il posait, et où il y avait moyen d'explorer ça de façon très large et de faire de quelque chose qui est vraiment une force. Et petit à petit, tout d'un coup, la sensation d'un film
qui se referme sur lui-même et où les enjeux deviennent extrêmement réduits et finalement extrêmement, enfin on a l'impression de tout d'un coup d'avoir un tout petit film dans ce que ça raconte. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là, Florian, à partir du moment où justement on change de décor. C'est le mot, le petit film, c'est vraiment ça. Le mot. Le problème, c'est qu'on commence le film de manière assez normale, avec une introduction assez classique, et dès qu'on arrive donc dans ce fameux univers du grand avant, moi j'ai été complètement soufflé, d'une par le visuel, de deux par la musique, par tout cet enchantement en fait, et de découvrir tout ça, et surtout de se dire, de la part de Pixar et de Disney, de proposer une thématique qui parle quand même de la mort, en gros, ou de la réincarnation, selon, mais bref, quand même thématiques très très lourdes. Pour un 25 décembre, j'étais assez étonné. Et beaucoup de spiritualité aussi, beaucoup de spiritualité, sans parler de religion aussi. Des questions existentielles, la question existentielle par excellence, en fait. On arrive là, donc moi j'étais complètement pour, mais j'étais complètement surpris par ça, par une telle prise de risque, en fait, que dès qu'on retourne dans le monde des vivants, on se perd, en fait. Il y a plus... On sent que l'âme du film n'est pas là. L'âme du film n'est pas dans cette espèce de jeu de quiproquo entre qui est dans quel corps, et il faut que machin apprenne de l'autre parce qu'il y a un duo, blablabla. Et ça se sent aussi dans... je pense que Pete Docter avait plus envie de parler de ce grand avant que de cette excuse d'histoire qui finalement est plus d'un Disney que d'un Pixar, je trouve en tout cas. Et à partir de là, donc je vous rejoins complètement, le film se perd. Et du coup, la morale dont tu parles, moi je la trouve très intéressante et très belle, mais du coup, vu qu'elle n'est pas du tout construite, elle arrive à la fin comme un cheveu sur la soupe et un truc un peu moraliste dans le mauvais sens du terme. Et pour moi, c'est pareil, c'est la plus grosse déception, c'est tout ce milieu qui pour moi ne sert à rien. En fait, le film est court en plus, il fait 1h40. Ouais. Il a une ambition tellement énorme, et j'étais déçu vis-à-vis de ça, mais... Mais par rapport à la morale, je trouve intéressant que tu le soulignes, parce que pour moi, c'est à la fois ce qui est intéressant dans ce que ça a essayé de raconter et ce qui plombe le film, parce que finalement, moi j'ai eu quand même un peu un problème avec le héros qui n'est pas aussi attachant que certains héros de Pixar, qui a justement des motivations un peu faibles, et c'est là tout le propos, parce qu'en fait, individualiste, en fait. Il est très individualiste, et sa inquiétude principale, c'est pas de revenir à la vie, c'est pas qu'il soit mort, mais c'est de pouvoir aller à son concert. Et ça paraît quand même assez justement réduit comme enjeu. Et alors c'est tout le propos du film, c'est un personnage qui ne vit pas, qui ne comprend pas justement les plaisirs simples de la vie, et qui passe à côté de la vie littéralement. Et c'est très beau dans l'idée de raconter ça, mais du coup ça fait qu'on a l'impression d'une histoire qui raconte des enjeux tout petits. À côté de ça, je trouve que par rapport à j'aimerais vous entendre là-dessus quand même, sur ces passages sur Terre, il y a un travail assez intéressant sur la crédibilité et l'immersion qu'on veut nous proposer dans un certain contexte de New York, et je pense que là, c'est là-dessus aussi qu'on peut peut-être sentir l'apport du co-réalisateur Ken Powers, qui est lui-même afro-américain, et peut-être que c'est pour ça que, en tout cas moi je trouve que le milieu qu'on nous décrit avec ses clubs de jazz, son barbershop, et voilà tout ce contexte afro-américain fait très vrai. J'avais vraiment l'impression d'y être. Je trouve que c'est malgré tout une qualité de ces passages-là. Le problème, c'est que ça ne va pas avec l'autre univers. C'est mal imbriqué. Et je trouve qu'on a deux films en un, et qui ne cohabitent pas vraiment. En tout cas, ils essayent avec le personnage de 22, qui pour moi est le personnage le plus intéressant du film et celui duquel il s'occupe le moins. Donc la petite âme qui doit trouver sa flamme. Voilà, ouais. Et donc là, on a vraiment un personnage empathique puisqu'on la suit dans son apprentissage, etc. Donc je suis complètement d'accord avec toi, Thibaut. Comme d'habitude, c'est un film de Pixar, donc il est très documenté, il est très étudié. Ils prennent les bonnes personnes pour faire tel ou tel décor, etc., telle ou telle ambiance. Mais donc, je vais laisser Alex parler, mais je trouve que même si c'est bien fait, il y a un problème plus général de cohabitation de ces deux univers. Ouais, je pense que c'est assez juste ce que tu dis, même si justement moi cet univers-là me plaît en fait dans l'absolu. À part peut-être ce que je reprocherais un petit peu, c'est le design des humains en fait. Contrairement au design et à la direction artistique de l'au-delà, du grand avant, et puis de ces personnages en 2D dont on a parlé, je trouve qu'il y a vraiment, mais là très très grosse réussite du film. Les designs des personnages humains
on dirait un design un peu générique d'un Disney récent en fait. J'ai l'impression de me retrouver devant les mêmes personnages qu'on a pu voir dans Vaiana ou dans ce genre de dernier dessin animé en 3D un petit de peu rond Disney. avec des têtes un peu rondes. Exactement. Ouais, un peu sympa quoi. Voilà, Ouais, des ouais. nez un peu ronds. Voilà, enfin vraiment des formes comme tu dis arrondies un petit peu partout. Et donc qui pour moi contraste un petit peu avec les humains qu'on avait pu voir en fait chez Pixar avant. Mais bon, ça c'est un petit détail. En revanche, je te rejoins Thibaut sur la réussite justement de faire ressentir la véracité de cet univers afro-américain à New York. Et d'ailleurs, visuellement, il y a aussi un travail qui avait un peu déjà été testé dans Le Voyage d'Arlo, où on lorgne un peu plus du côté du photoréalisme, ouais. au niveau des textures, de la lumière, etc. Puis je pense que ça participe aussi à cette fait. immersion dans le milieu. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, au final, on parlait de cette histoire entre l'animal, alors on va le dire, c'est un chat quand même, de cet échange de corps entre le chat le film et est puis disponible le héros. depuis le 25 décembre. Voilà. Je pense qu'on peut gentiment Puis je pense que tout le monde défricher a un peu. compris aussi Il dans est la sur bande-annonce l'affiche aussi, et je crois. Ouais, voilà, bref. Donc, cette histoire de body swap, en fait, entre le chat et notre héros, Joe, qui finalement est assez réussi aussi en soi. C'est-à-dire que même si on sent la volonté de Pete Docter et puis de Ken Powers de vouloir peut-être toucher un peu plus les enfants avec ce deuxième acte, ça a quand même ses réussites aussi. C'est assez drôle, c'est assez ludique aussi, justement, cet apprentissage des choses simples de la vie que va avoir l'âme à découvrir, en fait. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un corps humain ? Qu'est-ce que ça fait de découvrir la terre, le milieu urbain, le milieu du jazz, le milieu afro-américain, etc. Donc ça, c'est des très bonnes choses. Par contre, justement, dans la personnalité en fait de notre héros, là où je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu superficiel, tu parlais de Thibaut de ce côté, oui, où en fait, la seule chose qui l'obsède, c'est de faire ce concert-là. Et puis quelque part, pour un film qui est censé nous parler de musique et de jazz, on comprend tout l'intérêt du jazz là-dessus, parce que le jazz, qu'est-ce que c'est ? C'est l'improvisation, et c'est d'ailleurs ce que va vivre Joe, où il va débarquer dans un quartet de jazz, il va se mettre à jouer sa partie, en fait, et puis ça va créer un tout avec les musiciens qui l'entourent. C'est le moment de grâce. Exactement, et donc on comprend bien la volonté de parler de jazz. Pourquoi ? Pour nous parler du fait que la vie peut être faite de petites choses et d'improvisation, finalement, et de se détourner, en fait, de cet objectif et de cette passion, de cette fameuse flamme qui devrait en fait nous habiter et puis qui nous régit en fait chacun d'entre nous dans notre société avec si t'as pas de but t'es personne. Pour ça le passage chez le barbier est justement fondamental dans tout ce qu'il raconte, où justement le personnage du barbier lui-même transmet le propos du film finalement. Tout à fait. Et là le passage chez le barbier est très réussi, mais par contre le film peine, je trouve, à parler véritablement de jazz, ou en tout cas de ce que le jazz pourrait procurer à son protagoniste, au héros, et de ce que la musique peut aussi procurer dans la vie, dans les émotions, etc. Et pour un film qui est censé être centré sur le jazz et la musique, pour moi, il a beaucoup de peine à parler de musique. Là où un Coco, justement, qui parlait de musique à la fois, mais qui parlait aussi du milieu des morts et aussi de l'au-delà. Donc il y a vraiment des similitudes entre Coco et Saul. Coco arrivait véritablement à nous parler de musique. Mais pour parce moi, que la bande originale de Coco était entièrement justement construite, Michael Giacchino, le compositeur, construisait sa musique sur justement la musique mexicaine, ce qui n'est pas le cas de Soul. Là, c'est la première fois chez Pixar qu'on a Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont habituellement les compositeurs de David Fincher ces dernières années, et qui là en fait illustrent... On a vu chez avec Mank aussi. Avec Mank dernièrement, et qui changeait un peu de style, mais là ils reviennent à un style de musique plus électronique, et en fait qui correspond parfaitement au milieu à l'univers de l'au-delà. Mais effectivement, la bande originale du film est majoritairement de la musique électronique, et du coup on a effectivement assez peu de jazz. C'est ça. Et pour moi c'est un petit peu le problème, ça. En revanche, pour parler à nouveau de choses positives, et puis je suis sûr, Florian, que tu voudras réagir là-dessus, mais sur ce fameux message, sur le fait de dire que la vie mérite d'être vécue, ne serait-ce que pour les petits riens, en fait, ils arrivent quand même à toucher la grâce à nouveau à ce moment-là, et à faire du Pixar. C'est-à-dire qu'on retrouve, et c'était toi qui en parlais très justement, Florian, dans notre long format sur Pixar. Le moment Pixar. Le moment Pixar. Et il y est en fait dans ce film. C'est le moment où justement on va arriver avec des flashbacks à nous faire ressentir vraiment à quel point les petits riens accumulés, en fait, ont fait partie de la vie de Joe et ont construit le personnage de Joe. Et ce moment-là, même si je trouve qu'il est un petit peu, enfoncé au chausse-pied, il est quand même très très beau, et il m'a
plutôt ému, mais pas bouleversé. Et moi, je m'attendais dans un film de Pete Docter et avec Soul, avec un film sur la musique et le jazz, à être complètement emporté, complètement bouleversé. Et malheureusement, pour toutes les choses que j'ai évoquées, ce côté un peu superficiel, même s'il y a ce moment Pixar qui est très beau, j'en ressortais un peu en me disant, ouais, c'est tout, quoi. C'est tout ce que le film a à me dire, quoi. Et j'ai envie de dire autre chose, mais je vais te laisser peut-être mais encore réagir, une fois, Florian. Je crois ils ont toujours eu des messages ou des morales un petit peu comme ça qui paraissent simples mais qui sont essentiels. Parce que profiter des petites choses de la vie, c'est un truc qu'on a vu dans énormément d'histoires, que ce soit au cinéma ou en littérature. C'est quelque chose de très difficile à faire aujourd'hui. Donc Soul arrivait à un instant assez intéressant. À ce niveau-là, le problème, c'est qu'il arrive un peu... il n'a pas autant de portée que par exemple le fameux moment de Ratatouille qui est absolument incroyable parce que il y a pas d'identification au personnage ou très peu, et même si on comprend ça, je suis d'accord avec toi, j'ai été ému mais pas bouleversé non plus, mais ça m'a rassuré quand même sur la fin du film, c'est-à-dire que Pixar était quand même encore capable d'arriver, était toujours là. C'est pour ça qu'en début d'émission, j'étais là. Oui, non. Enfin, il va falloir voir ce qui va se passer après. Ouais, finalement, ça marche sur la fin. Ça marche quand même sur la fin, même si ça a galéré pendant 40 minutes de film au milieu. Pixar est encore là, ouais. Et Pete Docter encore là, mais c'est vrai que par rapport à ce moment final, là effectivement moi aussi je me dis tiens, enfin je ressens vraiment un peu d'émotion quand il joue ces notes de piano avec les objets caractéristiques qui représentent leur journée devant lui, et qui comprend finalement le sens de son parcours. Mais une des déceptions aussi, je trouve, c'est qu'à part ce moment-là éventuellement, il y a assez peu de vrais moments de mise en scène, et pour un Pete Docter, je trouve ça extrêmement dommage. Moi je repense à là-haut, un plan tout bête mais qui me terrasse à chaque fois, c'est cette fameuse introduction où on nous raconte la vie du couple, et où on a ce simple travelling latéral qui passe de la future chambre de bébé qu'ils sont en train de préparer à tout d'un coup la salle, le cabinet du médecin où on apprend qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. C'est un travelling tout bête, et à chaque fois c'est absolument horrible comme instant. Enfin, il y a un vrai truc qui fonctionne, qui parle aux tripes, quoi. Et ça manque clairement, je trouve, dans ce film, même s'il y a, comme on l'a dit, des partis pris de direction artistique et des choix visuels qui sont vraiment intéressants. Au niveau mise en scène, je trouve que c'est quand même un peu en dessous des précédents travaux de Docteur. Moi, ça m'a fait penser à Secret Life of Pets. Je sais pas comment c'est en français. C'est La vie secrète des animaux. Je crois, ouais. Non, la vie cachée. La vie cachée. Voilà. Subtil. Avec le concept de ce chat, et que ça se passe dans une ville où ils vont être amenés d'un truc à un autre, avec une mise en scène assez fade mais assez efficace. Et je trouve que malheureusement ici, ça ressemblait beaucoup à ça. Enfin, moi, j'y ai pensé plusieurs fois. C'est pour ça que je parlais de Disney, en fait, de l'influence de Disney sur. Voilà. Bon, là, je crois que c'est Illumination, mais bref, c'est voilà. J'ai vu pour la première fois une influence directe et non un hommage, que d'habitude Pixar fait beaucoup d'hommages mais sans copier. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des copies vis-à-vis de ce film-là, en tout cas sur certains plans ou sur certains types de montage, en tout cas, avec le chat, évidemment. Puisqu'il y a 2 échelles différentes et on joue beaucoup avec ça, comme dans le design du chat, en fait. Oui, je pense que c'est ça qui t'a fait penser, moi aussi. C'est vrai, ouais. Moi aussi, totalement. Zoé. Ouais. Et puis un peu à Zootopie et ce genre de film. Mais oui, ce que tu dis, Thibaut, c'est hyper juste, justement, sur les carences de mise en scène. Et puis là où on est un peu déçu aussi de Pete Docter, moi je me demande vraiment si il n'y a pas eu à un moment donné, alors qu'il est quand même, rappelons-le, depuis le départ de John Lasseter, Pete Docter est le directeur artistique de Pixar et de Disney Animation aussi, il me semble. Je ne sais plus s'il a repris ce poste-là, à vérifier. En tout cas, Pixar, c'est sûr, il est nommé directeur de Pixar. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre parce j'ai comme le sentiment en voyant Soul qu'il aurait été un peu, à un moment donné, coupé en fait dans son élan par le studio ou par son acolyte Ken Powers, ou je ne sais par quelle autre mainmise, mais en tout cas ce côté un peu, alors ton concept
c'est super, mais à un moment donné, faut que tu reviennes sur Terre, faut que tu nous fasses un peu de blague entre un chat et un homme, parce que sinon les gamins ils vont décrocher à ton truc. Et du coup, j'ai un peu ce sentiment avec le film, c'est pour ça le canard boiteux un peu je sais pas si vous ressentez la même chose, mais pour moi c'est vraiment ça. Ce côté, il a un concept, mais il est coupé dans son élan, il peut pas aller au bout. Alors que vice-versa, il y avait une cohérence, même si c'était le même modèle de deux choses, c'est-à-dire que tu avais deux univers séparés, il y avait une cohérence et des allers-retours constants qui étaient juste parfaits. Ouais, on n'oubliait jamais le rapport entre les deux univers. C'est ça. Donc là, il n'y en a presque plus. Et je pense qu'il a dû se passer un truc à un moment. Peut-être qu'il avait trop de travail, je sais pas. Mais pourtant, moi, je suis très étonné de voir, parce que bon, là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on parle. Finalement, on est plutôt d'accord tous ensemble. Toi, Florian, il me semble que tu étais assez positif à la première vision. Et t'as digéré le film. Voilà. Et... Les thématiques et le concept visuel du grand avant m'ont vraiment bluffé. Ouais. Et c'est après que j'étais là, mais... Même si là, niveau thématique, un peu pour compléter le truc sur l'influence potentielle de Disney, moi, il y a quand même aussi quelque chose qui m'a gêné sur le propos par rapport à quelques trucs qui étaient évoqués la même chose que dans le grand avant, c'est que on nous explique que les personnalités sont définies par des pavillons dans lesquels les âmes passent, et que donc avant d'arriver sur Terre, les personnalités sont définies. Et pour un studio qui a toujours eu à cœur de nous montrer que rien n'est figé, que justement qui nous encourageait dès ses premiers films pour envoyer à mille et une pattes à ne pas rentrer dans le rang, etc., à penser par nous-mêmes, etc., et un message qui était directement adressé aux enfants. Là, j'étais un peu surpris de retrouver ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, Alex. Complètement. Et en fait, où cette morale, même si je comprends la volonté, sur ce côté à nouveau, les petites choses de la vie font que on peut vivre une vie sans avoir de flamme, sans avoir de passion, sans avoir d'obsession ou de but spécialement dans la vie, mais juste accepter de vivre. C'est un peu un anti-La La Land, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Même si je comprends ça, même si ça m'est montré de cette manière aussi, et que la scène qui nous le montre est très très belle aussi et m'évoque des belles choses, étant donné la superficialité du tout, ou le fait qu'on reste en surface justement dans l'exploration des caractères des personnages et des personnalités des personnages, en fait, je le ressens un peu de deux bords, ce message-là. D'un côté, celui que je viens d'expliquer, et de l'autre, je ne peux pas m'empêcher de voir et de ressentir qu'on est en train de me dire t'as pas besoin de passion, t'as pas besoin de but dans ta vie. Sois un nobody sans ambition et ce sera très bien aussi. Et puis, sois quelqu'un qui juste peut vivre sans avoir de passion, d'obsession, de choses qui te fait vibrer. Si tu bouffes une pizza, t'es content et puis c'est super. Mais un peu je comme caricature, pardon. Non, mais c'est un peu comme Rebelle finalement, où on avait un désir d'émancipation et un message comme ça de liberté qui se terminait sur un compromis où oui, ok, mais pas trop. Enfin, il y a effectivement ce final un peu tiède. Oui, et ça c'est lié justement au fait qu'on reste sans arrêt en surface sur le personnage de Joe, et que notamment on refuse à un moment donné de parler réellement en fait de sa passion et de comprendre réellement pourquoi ce mec-là il aime tant la musique et il aime tant le jazz. On va nous le montrer vite fait, de dire son papa lui faisait écouter un vinyle et puis il l'a amené à un concert de jazz et il a adoré le jazz. Bon, super, c'est un peu des raccourcis. Et du coup, quand le fait qu'on gomme un petit peu ça et qu'on ne creuse pas réellement sa passion, et même qu'on la mette totalement de côté en disant t'as pas besoin de ça, moi ça m'a un peu gêné, quoi. Donc si on résume un peu la chose, au final on peut dire que malgré tout Soul garde quand même la patte de Pixar. On reconnaît que c'est un film du studio et si ça n'a pas encore été complètement bouffé par Disney, ça reste quand même une œuvre unique dans ses thématiques, dans sa proposition, dans ses choix artistiques. Et donc on reste quand même confiant pour la suite, ou on flippe quand même un peu? Moi j'attends beaucoup Lucas en fait. Ouais, il y a quand même des projets originaux. Il y a quand même des projets vachement. Je sais plus le nom, mais le projet de la réalisatrice de Bao avec ce fameux panda rouge géant qui est assez intriguant. Les courts-métrages de ceux qui vont faire les nouveaux films étaient très très prometteurs, donc on espère que quand ils vont passer au long, ça va être aussi bon, quoi. Et je rappelle que j'aime beaucoup Onward en avant, et que je le préfère même à Soul en fait. Ouais, donc
donc du coup, ça me fait me dire que bah oui, il y a des nouveaux, et je l'ai dit et redit si vous avez écouté les précédents épisodes, mais oui, moi j'ai confiance, même si on voit qu'il manque peut-être un Lasseter, qu'il manque peut-être Leon Critch qui est parti aussi, que Brad Bird n'est pas vraiment là, que Andrew Stanton est là, mais bon, que... Surtout, la grande inconnue, c'est qu'a priori, voilà, avec ces films qu'on a évoqués, il y a des nouveaux talents qui sont en train d'émerger et qui peuvent potentiellement prendre la suite du studio. Maintenant, c'est combien de temps la profession de foi de Pixar survivra au sein de Disney vu ses stratégies actuelles. Par contre, je suis très surpris d'une chose, je ne sais pas si vous aussi, mais c'est vrai que bon là, on a fait un épisode où tous les trois on est plutôt d'accord finalement, on partage un peu cette mini déception par rapport au film, ou en tout cas cet accueil un peu tiède qu'on lui a réservé, mais j'ai été assez surpris de voir les réactions à la sortie du film, mais dithyrambiques au possible. Mais c'est-à-dire que vraiment, j'ai halluciné de voir que je me sentais un peu seul, pour dire. J'avais l'impression d'être seul à me dire ouais, c'est un bon film, mais c'est un peu décevant quand même. Et je voyais des dithyrambes mais immenses autour de moi, enfin sur la toile et etc. Dans les critiques aussi de cinéma, dans la presse, où je voyais, mais j'ai lu des trucs, meilleur film de l'année, voire meilleur Pixar. Alors, est-ce que c'est la période de Noël qui a joué? C'est parce que je crois que les gens ont peut-être besoin de se dire qu'il y a encore des trucs bien aujourd'hui dans le monde, tu vois. Non, et mais puis, alors moi rien, j'ai lu des trucs négatifs aussi. Hein. Ça commence gentiment maintenant, mais c'est vrai que les premières réactions étaient assez enthousiastes. Mais mine de rien, je me demande aussi si, peut-être que j'extrapole un peu, mais pour rappel, c'est le premier Pixar qui ne sort pas au cinéma et qui sort là sur Disney+. Et peut-être que le contexte, alors bon, personnellement, je crois qu'aucun de nous trois n'a un abonnement Disney+, donc on l'a vu par d'autres moyens, n'est-ce pas? Faut pas dire ça, Thibaut. Pardon. Si, Florian, il est abonné à Disney+. Florian est abonné à Disney+. Pardon. Mais voilà, c'est ça, tu payes pour nous trois. Non, mais je me demande si le contexte de voir ce film-là débarquer sur une plateforme où on a à côté de ça Mandalorian, du Marvel, en veux-tu, en voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui fait que voilà, ça reste quand même une œuvre à part et qui du coup peut-être enflamme les gens. C'est clair que quand tu mets un Pixar à côté d'un Marvel ou d'un Star Wars, c'est clair que c'est de toute façon les gens. Mieux, ah oui, c'est vrai que c'est ça le cinéma. Les gens oublient à quel point le cinéma peut être bien et peut être mieux que juste des boum boum pam pam. Hein, Alex? Gratuit, la gratuité de ça, quoi. Je sais pas ce qu'on va faire de lui. Je ne sais pas, mais on va y réfléchir. Mais c'est vrai que bon, après, il faudra voir dans quelques temps, est-ce que réellement ça a marché? Est-ce que c'est viable aussi justement de sortir des Pixar? Parce que ça coûte cher quand même un Pixar à produire. De les sortir comme ils veulent le faire sur Disney+, parce que là, on le rappelle quand même, et ce sera peut-être la conclusion, mais que le film a été donné librement, en libre accès aux abonnés. Ce qui n'était pas le cas de Mulan il y a 4 mois en arrière, qui était payant en plus de l'abonnement. Donc là, ils voulaient faire un peu une offre d'appel avec Soul à Noël, de dire l'argument c'est abonnez-vous à Disney+, allons-y, et puis vous pourrez voir le nouveau Pixar. Mais après, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'ils vont arriver à sortir les Pixar uniquement sur leur plateforme Disney+, ou est-ce qu'ils auront besoin de la salle quand même pour les rentabiliser? Bref, c'est un peu à l'image du cinéma dans son ensemble, où on ne sait pas trop où on va, on ne peut qu'espérer que ça va bien aller, mais voilà, en tout cas vous l'aurez compris, je pense qu'on vous encourage quand même à voir ce Pixar, parce que ça reste malgré tout une proposition assez rare à l'heure actuelle, que ce soit dans le cinéma d'animation ou le cinéma en général. On pinaille beaucoup, nous. Donc. On pinaille beaucoup, mais il y a quand même de très bonnes choses là-dedans. Parce que Florian est chiant. Voilà. Et ça, on ne le dira jamais assez. Voilà, en tout cas, merci d'être venus en discuter, Alex et Florian. Avec plaisir. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Je l'oublie toujours, mais bientôt sur Disney+. Aussi. Bientôt sur Disney+, avec un supplément à payer, évidemment. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Mais qui doit se contenter depuis quelques années d'un peu... Mais qui doit se contenter... Oh là là là. Reprends un peu de bière, voilà. Oh là 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 là. Le printemps est là. Et moi, petite fleur... Quel film? Quel film? Mille et une pattes. Oh putain, magnifique. Il a réponse à tout.